Bonjour Olivier Chambon. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors vous êtes psychiatre, Oui. vous avez étudié les états de conscience modifiés. Comment un psychiatre en arrive à ça? Comment un psychiatre en arrive à croire en un monde parallèle? Alors, je suis psychiatre et psychothérapeute et c'est la casquette de psychothérapeute qui m'a amené à côtoyer, alors pas à croire, mais à constater, à connaître, à faire l'expérience de ces mondes parallèles. Pourquoi c'est mon expérience de psychothérapeute? Parce que j'étais au départ psychothérapeute assez classique, bien que pas trop classique du sens où j'étais déjà dans une démarche intégrative éclectique, c'est-à-dire j'avais été formé à plusieurs thérapies et j'essayais de combiner parmi ces différentes thérapies ce qui pouvait convenir aux patients. Plutôt que d'adapter les patients à la thérapie, j'adaptais la thérapie aux patients. Donc je voyais comment on pouvait utiliser les trésors qu'il y avait dans chaque école de psychothérapie plutôt que de les opposer, dire non, c'est celle-là la bonne et l'autre la mauvaise. Mais disons que c'est en me formant à l'hypnose, à l'EMDR, donc à des méthodes qui créent des états modifiés de conscience, que j'ai commencé à toucher du doigt l'importance de ces états pour acquérir des informations qu'on ne peut pas acquérir autrement, amener à des transformations qu'on ne peut pas acquérir autrement. Et du coup, ça m'a amené naturellement, par curiosité, on dirait, à m'intéresser au chamanisme et aux substances psychédéliques, mais pratiquées dans des contextes légaux, c'est-à-dire pas en France et pas dans des pays. Alors là, ça m'a fait vraiment découvrir effectivement qu'il y avait d'autres niveaux de réalité qui étaient ontologiquement indépendants de nous, c'est-à-dire qu'ils avaient une existence propre, ces niveaux de conscience. Et ils étaient peuplés d'esprits, qui sont un peu comme nous. On est un esprit, on veut dire, on est une âme, on a une âme. Eux, une âme non incarnée, ça s'appelle un esprit. C'est le même principe. Et qu'on pouvait communiquer avec eux, et qu'on pouvait échanger de l'énergie, de l'information dans le chamanisme, ou retenir des conseils pour la vie matérielle ou spirituelle. Et je me suis aperçu assez vite par des synchronicités troublantes, par des pratiques qui pouvaient amener à des guérisons un peu différentes ou spectaculaires dans certains cas, que voilà, il y avait une vraie vie là dans ces mondes-là qui était aussi réelle que notre vie terrestre et parfois même plus réelle parce que comme on les appréhende dans un état de conscience élargi, non pas altéré mais élargi. Donc en fait, on a une perception d'un plus grand pan de la réalité que quand on est en état de conscience ordinaire, rétréci. Donc c'est petit à petit en côtoyant voilà, les différents acteurs de ces modes de thérapie qui utilisent les états modifiés de conscience, les mondes parallèles, fréquenter des chamans de différentes nationalités ou différentes pratiques, des guérisseurs, etc. Vous connaissiez ça avant Non, pas du tout. Non, c'est avec vos patients que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses Les patients avec l'hypnose, le MDR, et puis plus tard, après que j'ai pratiqué le chamanisme, c'était pas fréquent parce que dans la clientèle que j'ai, c'est surtout des thérapies classiques. Les gens viennent me trouver pour ça. Mais et puis il y a des choses dont je peux pas trop parler par rapport à. Mais disons que voilà, ça m'est venu progressivement. Et puis les gens, parce que j'ai écrit ensuite des livres comme Expérience extraordinaire autour de la mort, etc. Ou sur la médecine psychédélique ou sur le chamanisme, viennent me voir maintenant pour ça. Donc eux, ils savent que je vais faire attention à ça, à leur âme, à ce qui est plus grand que leur petit moi, à ce qui existe avant leur naissance, et existera toujours après leur naissance, et au dessein, aux intentions qu'a cette âme, cette partie de conscience individuelle qui continue à travers les vies ou entre les vies, de faisant attention à cette âme, comment ils peuvent trouver une meilleure direction pour leur vie, ou comment ils peuvent comprendre ce qui leur arrive, les difficultés, les accidents de la vie, les deuils, comment ils peuvent faire face avec d'autres ressources que les ressources du petit moi, qui sont très limitées finalement, mais en allant pêcher des ressources dans ces différents mondes, ces différentes dimensions. Donc ça a changé votre façon de soigner les gens? Ah bah oui, bien sûr, oui. Complètement. Si j'ose, est-ce qu'il y a toujours... Alors pas toujours complètement dans le sens... Ah bah de toute façon, je mettais très peu de médicaments au départ. Comme j'étais surtout psychothérapeute, c'est-à-dire qu'en plus de psychiatre, je me suis formé pas mal de psychothérapie, et que j'ai vraiment essayé ensuite de combiner la psychothérapie, l'approche intégrative et éclectique. J'avais écrit un livre qui s'appelle Les bases de la psychothérapie là-dessus. Donc je donnais très peu de médicaments à la base. Mais il y a des thérapies, non, je suis encore assez classique parce que les gens viennent pas forcément pour ça, parce qu'ils ont une urgence pour faire disparaître un symptôme. Et là, j'utilise des méthodes modernes pour faire disparaître les symptômes. Peut-être EFT, cohérence cardiaque, thérapie comportementale et cognitive, enfin, Tipeee, peu importe quoi. Mais et parfois, dans les gens, on voit que finalement, c'est un manque de sens à leur vie. Il y a une angoisse existentielle, ils sentent que quelque chose manque, une incomplétude, un vide. Et là, il y a vraiment un besoin de réanimer l'âme, de redonner du sens à la vie, un goût à la vie. Et ça passe pas forcément par des techniques. Et c'est pas quelque chose de très bref, c'est pas en quelques séances, ça peut être en plusieurs mois, voire pourquoi plusieurs années, mais plutôt plusieurs mois. Donc là, c'est plus là que mon autre orientation intervient, quoi. Très bien.
une question que beaucoup de monde se pose. Où en est la médecine et la science par rapport à tous ces mondes parallèles, à ces expansions de conscience? Est-ce que c'est accepté maintenant? Est-ce qu'on commence vraiment... Les médecins se posent des questions ou est-ce que c'est encore tabou dans les milieux hospitaliers? Les gens ne se posent pas trop la question. Hein. Déjà, il faudrait déjà qu'il y ait une science de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a presque, comme il y a la biologie, la géologie, derrière la conscientologie, c'est-à-dire enfin une science qui réunit plusieurs spécialistes, enfin les spécialistes d'approches différentes, parce que la conscience, ça peut concerner très bien l'astrophysicien, contrairement à son programme, au cosmologue, le psychologue, le spécialiste des états mystiques ou des religions, ou théologien. Bon, j'en passais des meilleurs, plein de gens que j'oublie, mais même le biologiste, quelque part, comment émerge la conscience ou pas, est-ce qu'elle influence la biologie ou est-ce que c'est la biologie qui l'influence? Enfin, on pourrait avoir des tas de spécialistes qui travailleraient de manière transversale autour de ce domaine qui est vraiment un domaine émergent. Les sciences de la conscience n'existent pas vraiment encore. Donc les gens ne se posent pas vraiment scientifiquement les questions des différents niveaux et à quoi ça correspond. Jusqu'à maintenant, la médecine, elle appelait les états élargis de conscience et les appelait les états altérés de conscience. Comme si, en fait, c'était des sous-états de conscience. Alors que non, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on est dans la réalité ordinaire qu'on a une conscience rétrécie et parcellaire des choses. Dans ces cas-là, au contraire, on perçoit des pans beaucoup plus larges de la réalité. Est-ce que la médecine, la science, elle étudie un peu tout ça ou pas du tout? Est-ce que c'est non, caché, non, encore très peu. C'est pas que c'est caché, mais c'est un peu ignoré, quoi. Ouais. Les gens sont restés en psychologie au vieux modèle freudien, finalement, l'inconscient, le subconscient et le conscient, mais le conscient pas au sens de la conscience, quoi, au sens des processus ordinaires de nos fonctionnements du petit moi, ou le ça, le moi, le surmoi. Mais il y a Jung, alors Jung qui était un précurseur, un pionnier, qui a parlé de l'âme dans la thérapie et qui lui est un peu le père, le fondateur des thérapies transpersonnelles, justement, qui vont au-delà du petit moi et qui essaient de voir comment le soi avec un grand S, qui est en fait l'âme, peut intégrer des dimensions non visibles, par exemple les archétypes, avec leur énergie, leur présence, leur vitalité. Et Jung, justement, lui, il avait fait des expériences de mort imminente, contact avec des défunts, contact avec des entités d'autres mondes. Il avait ces fameuses entités qui il parlait, qui s'appelle Philomène, il me semble, je ne suis pas sûr. Enfin, mais il disait, je suis sûr qu'ils sont indépendants de moi, parce qu'ils m'apprennent des choses que je ne connais pas. Et, enfin bref, ils ont leur vie. Donc, à part Jung, il n'y a pas grand monde. Il y avait Assad Joly aussi pour la psychosynthèse. Bon, il y avait Abraham Maslow pour les différents besoins du moi, mais il y a quelques pères fondateurs comme ça qui ont essayé d'explorer les états modifiés de conscience. Il y a Ken Wilber, alors effectivement, dans les auteurs modernes qui ont essayé de catégoriser les différents états de conscience et les moyens pour y arriver, il y a Ken Wilber. D'accord. K-E-N-W-I-L-B-E-R. Ça me dit quelque chose. Et puis il y a Groff, qui a fait aussi une cartographie de la psyché en fonction des différents états modifiés de conscience. Mais quand vous regardez Groff, Ken Wilber, Assad Joly et Jung, vous avez les 4 grandes références de gens qui, tout en s'intéressant à la psyché humaine, ont exploré ces états modifiés de conscience et les différents niveaux. Après, il n'y a pas d'études scientifiques encore sérieuses là-dessus. Il y a une rumeur, on dit que les médecins en réanimation sont intensifs, ils mettraient des petits paquets, ils cherchent quoi. Ils cherchent sur les expériences de mort imminente. Oui, alors disons qu'il y avait des expériences dans le projet AWARE, E-W-A-W-A-R-E, de Sam Parnia en Angleterre. Oui. Ils avaient essayé de voir si on pouvait prouver par un moyen expérimental les sortir du corps. Donc effectivement, au-dessus des lits de réanimation, ils avaient mis des signes qui changeaient de temps en temps, et en se disant, si la personne sort dans son corps, autant ils ne sont pas visibles d'en bas, ces signes, mais elle pourra les voir d'en haut. Ouais. Mais il n'y avait qu'un tiers des lits qui avaient été où il y avait des réanimations qui avaient été mis, donc déjà ils en ont jamais trouvé pour l'instant. Des gens qui... Mais parce que déjà il n'y a qu'un tiers des lits sur tous les lits qui devaient être équipés, qui votaient. Deuxièmement, quand vous sortez de votre corps et que vous vivez une expérience imminente, vous regardez tout et vous pensez à tout, sauf à aller voir un petit machin là-dessus. C'est-à-dire vous voyez votre corps, vous voyez les gens qui s'activent, oh, je suis mort, là, le tunnel, le machin. Enfin, je sais pas. J'espère qu'un jour quelqu'un d'autre en verra. Mais il y a tellement de preuves directes ou indirectes. Les gens qui ont dit j'ai vu ça, ça et ça, et puis ça a été vérifié, alors qu'ils étaient incapables de le voir. Donc on les a déjà les preuves. Mais les scientifiques, ils veulent toujours recréer d'autres trucs. Et puis si jamais ils montraient que la personne a quand même vu, ils trouvent encore une autre raison pour laquelle c'était pas valable. Ils recréeraient des trucs. Ah, on dit
Pour celui qui est sceptique, aucune preuve ne suffit. C'est vrai. Pour celui qui est croyant, aucune preuve n'est nécessaire. C'est vrai. Mais il y en a maintenant des preuves largement là-dessus. Il y a des études sur les La médecine, sortures du corps. La scientifique ne cherche pas vraiment, quoi. Non, mais par exemple, Sylvie Desiolaz, Oui. ils vont sortir, là, aujourd'hui ils l'ont terminé, ils ont mis la dernière note, un ouvrage justement sur quelqu'un qui a fait les sortures du corps, donc, puis qui ensuite a développé des capacités de clairvoyance à distance, et vraiment des trucs, voilà, c'est prouvé, quoi. Ouais, Puis il y a, c'est ça. voilà, et puis il y a plein de gens qui ont montré qu'avec des méta-analyses, les capacités parapsychologiques existent, etc., qu'on les acquiert d'autant plus facilement quand on a un état de conscience élargi, c'est les capacités parapsychologiques, c'est-à-dire télépathie, précognition, rétrocognition, psychokinèse, et vision à distance, etc. Voilà, il y a des études là-dessus, sur la conscience dans ces états, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Dean Radin, qui a écrit The Conscious Universe, William Tiller, T-I-2-L-E-R, qui écrit Conscious Acts of Creation. Enfin, il y a de plus en plus de scientifiques qui écrivent, mais disons que ce n'est pas eux qui drainent pour l'instant l'argent de la recherche. Ouais. Or, pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Ouais. Et pour l'instant, c'est le monde matérialiste qui est dominant et qui draine tout l'argent. Voilà. Donc, mais ça va changer. Un jour, il y aura de la recherche précise. Les personnes qui seraient sujettes à vivre des expériences, elles n'osent pas forcément en parler. Face aux médecins, est-ce que maintenant c'est quand même un peu plus accepté Moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente il y a 20 ans. Oui. Je n'ai pas pu en parler. Alors, ça dépend. En Suisse, je ne sais pas. En France, un peu, mais c'est encore pas ça. Ça commence. Il vient d'y avoir deux émissions, bientôt une troisième, dans des grandes chaînes télévisées françaises. La première fois que je vois ça. Avec en plus David Charbonnier qui est comme le Ponte et qui lui dit que la conscience est indépendante du cerveau et survit à la mort. Donc là, ils vont être confrontés à ça. Hein. Donc peut-être ça va changer un peu chez les médecins. Pour l'instant, les médecins ne sont pas trop informés de ça en France. Donc quand ils en parlent, c'est souvent les médecins leur font comprendre, voilà, ils vont mieux pas en parler ou est-ce que vous n'êtes pas, enfin, ils ont l'impression peut-être qu'il faudrait donner un médicament parce que personne ne commence à délirer. Donc pas encore. Mais le grand public est averti grâce aux livres, grâce à l'INRES, grâce à Stéphane Alice qui a créé des enquêtes extraordinaires, qui a publié La Revue Inexplorée. Donc il y a beaucoup de gens qui témoignent. Il y a des groupes maintenant pour les gens qui ont vécu ça, pour qu'ils ne sentent pas seuls, qu'ils en parlent. C'est en train de passer dans les mœurs, mais c'est progressif. Il y a quelques thèses en médecine qui sont faites en France là-dessus, donc ça commence à bouger, mais en Suisse, je ne peux pas vous dire. Hein. Bon, non, en Suisse, c'est assez ouvert. Oui, il paraît que vous êtes plus ouvert qu'en France. Plus en France, On sait qu'en Égypte, depuis la nuit des temps, ils croyaient en la vie après la mort. Pourquoi maintenant l'être humain est en train d'en parler, de s'ouvrir à ça? Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces autres années Non, mais de toute façon, il n'y a pas qu'en Égypte, partout. Tous les peuples, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'ère de l'industrialisation et du soi-disant du progrès, c'est-à-dire on allait tout résoudre par la mécanisation, matérialisme et tout. Les gens savaient très bien qu'il y avait des âmes errantes, on pouvait communiquer avec les défunts, etc. Les Égyptiens, ils faisaient même des expériences de mort imminente provoquées en mettant les jeunes pharaons, qui devaient devenir des demi-dieux, les pharaons normalement, dans un sarcophage, ils scellaient à la cire, et donc ça devenait complètement hermétique, donc ils n'avaient plus d'oxygène pour respirer, donc ils faisaient une sorte d'expérience de mort imminente par hypoxie. Et ensuite, ils enlevaient juste quand il fallait, parce qu'il fallait être bien dosé, pour pas qu'ils meurent. Et du coup, ils avaient un peu cette statue de Dieu, on a vécu une expérience de mort imminente. Donc ça a toujours existé. Simplement, on a cru que le progrès et le matérialisme allaient tout résoudre, et on voit que c'est pas le cas, et qu'il faut réenchanter, réanimer le monde. Et là, on est en train de redécouvrir ce qu'on a toujours su, c'est-à-dire que l'âme existe et qu'elle survit à la mort du cerveau. Finalement, on a voulu peut-être oublier ça dans un tiroir. Oui, on a voulu esquisser ça, mais c'est en train de revenir. Parce que c'était inné avant, c'était vraiment... Mais bien sûr, ça a toujours été. Vous avez fait un bouquin qui s'appelle, voilà, on peut le montrer, « Oser parler de la mort aux enfants ». Pourquoi ce bouquin? Oui, sous-titré « Approche scientifique et spirituelle », justement pour montrer que maintenant, les données scientifiques rejoignent les données spirituelles. C'est-à-dire ce qu'on appelle depuis 40 années les recherches, les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort et après la mort, montrent que la conscience, enfin en tout cas il y a 99,99%, tellement les faits convergent dans la même direction que la conscience survient à la mort du cerveau. Donc c'est drôlement important parce que les enfants, eux, ils le savent plus ou moins, ils ont encore une sorte de pied dans
dans les mondes invisibles d'où ils viennent. C'est encore des petits sages, des petits mystiques, les enfants. On dit des petits chamans aussi. Et avant ces temps, en tout cas, ils ont des perceptions parfois de défunts, parfois d'anges. Ils ont des souvenirs de l'entre-deux-vie, de ce qui se passait. Ils ont choisi leurs parents, des souvenirs de vie antérieure. Les enfants, quand on les interroge, on les a pas encore déformés par la pensée rationaliste, matérialiste, ils peuvent être tout à fait en adéquation avec ce modèle de la conscience qui survient dans le cerveau. Eux, quand on leur parle que leur papy, il est mort physiquement, le corps est mort, mais que la conscience existe toujours, qu'ils peuvent lui parler, ils les entendent, que peut-être ils le verront. C'est ce qui se passe souvent. Donc c'est parfait de valider ça pour eux. Que leur papy les retrouvera quand eux-mêmes mourront, qu'on perd pas les gens, qu'on aime même les animaux qui sont morts, on peut les retrouver dans l'après-mort. Donc il y a plein de témoignages là-dessus. Et ben c'est beaucoup plus. Ah oui, dans le bouquin, puis dans les recherches qui sont faites avec les enfants. Et donc bien sûr que du coup le monde leur paraît moins absurde, moins angoissant, sans aucun sens. Parce qu'ils vous disent, alors tout ce qu'on a vécu, tout l'amour, la connaissance, c'est rien, on va faire comme ça, plus rien, le néant. J'ai du mal. C'est angoissant et c'est faux. Donc c'est très, très important maintenant que les enfants, eux aussi, comme les parents qui sont destinés à lire ce livre, peuvent bénéficier des dernières avancées de la science sur les phénomènes périmortels pour dire non, c'est bon. On a quelque chose de bien plus optimiste, mais pas optimiste parce qu'on le veut, parce que c'est vrai, et de beaucoup plus fonctionnel pour savoir à quoi sert la vie, puisque, comme disent très bien les enfants, à quoi ça sert de la vie si on doit mourir, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. La vie fait partie d'un domaine d'expérience de l'âme qui va continuer après la vie à en faire d'autres dans d'autres domaines comme elle en avait fait avant. Et donc tout ce qui arrive a un sens, c'est très bien comme ça. Et ils apprennent, les enfants, mais ils le savent, que la conscience et l'amour, c'est deux choses qu'on est censé venir développer sur Terre. Vous avez déjà eu quelqu'un qui a lu le bouquin, qui a pu J'ai eu plusieurs témoignages de gens qui m'ont écrit en me disant j'ai fait, tout à fait. On en a parlé aux enfants, elle avait peur de la mort, ça l'angoissait, mais maintenant on a pu en parler, elle n'a pas peur, etc. Enfin, des mères, c'est souvent les mères que j'ai vu ça, qui étaient vraiment ravies. Je suis en train d'ailleurs de garder ces témoignages. Et puis du coup, de mères qui m'ont témoigné d'autres choses qu'avaient vécu leurs enfants, toujours des expériences extraordinaires autour de la mort, me faisant vraiment, aller dans le sens de ce que Wayne Dyer, c'est un Américain qui est mort, qui est mort en 2015, après justement avoir fini d'écrire ce livre sur Memory from Heaven, les souvenirs de l'entre-deux-vie. Et il a montré qu'il y a plein d'enfants, il avait interrogé des milliers de parents de quatre coins du monde, qu'il y a plein d'enfants qui vivent encore jusqu'à 7 ans des expériences spirituelles en rapport avec ce qu'ils ont vécu avant la vie précédente, pendant l'entre-deux-vie, etc. Donc voilà, ça se confirme. On dit qu'un enfant, il a le troisième œil ouvert jusqu'à 8 ans, c'est ça? Voilà, jusqu'à 7 ans à peu près, voilà, ce qu'on appelle l'âge de raison. Et puis après, ça peut retourner un peu vers l'adolescence. D'accord. Puis après, ça retombe après 20 ans. Après, on a le mental. Oui, voilà. Un autre bouquin de prévu? Oui, enfin, il y en a un qui va sortir dans 2 semaines, qui s'appelle l'approche chamanique de la thérapie, qui a été faite avec une dame qui s'appelle Liliane van der Velde, qui a créé cette méthode. Et moi, j'ai signé les chapitres scientifiques de ML, c'est vraiment la partie pratique. C'est une très bonne méthode pour allier le chamanisme avec les méthodes thérapeutiques modernes, un peu dans la continuité de mon livre Psychothérapie et chamanisme, mais encore plus grand, plus vaste. D'accord. Plus intégratif, plus holistique. Et puis, autrement, avec Emmanuel Ransford, on va peut-être faire quelque chose sous pas le chaman, le psy et le physicien, mais un truc comme ça autour de la physique quantique pour la médecine de demain, quoi. Et autrement, peut-être un jour sur l'éducation spirituelle des enfants, pour les parents. C'est bien, vous êtes très proche des enfants, je vois. J'essaye. Merci Olivier. Au revoir. Au revoir.